Le capitalisme engendre une dynamique permanente d'accumulation, de crise et d'innovation. I believe that open markets and free enterprise are the best imaginable force for improving human wealth and happiness. Je pense que les forces sociales et politiques sont les forces centrales dans la dynamique du capitalisme. Did you ever have a moment of doubt about capitalism? Is there some society you know that doesn't run on greed? Comment Adam Smith verrait-il le monde économique qui nous entoure? Je crois que Keynes aurait dit qu'il y a une faille dans l'économie. Hayek a écrit La route de la servitude comme un avertissement. Il faut toujours être prudent avec Marx et ses bons mots. Pour moi, Polanyi a été un séisme intellectuel. Si je devais caricaturer Ricardo, je dirais qu'il ressemble à George Soros. Si vous retournez chez Adam Smith, Marx, Schumpeter, vous avez des embryons de mécanismes vous permettant de comprendre la crise actuelle. D'où vient le capitalisme? D'une évolution naturelle de nos sociétés? Ou de théories élaborées au fil des changements politiques et technologiques? Nous sommes tous partie prenante d'un système dont nous connaissons mal les origines. Et pourtant, cette histoire devrait nous éclairer sur notre présent et notre avenir. À Nanjé, dernier village communiste de Chine, l'Orient est toujours rouge. Le temps s'est arrêté sur la place centrale, avec ses posters géants des pères fondateurs du communisme. La voix du peuple résonne toujours dans les haut-parleurs. Marx fait-il figure de dernier rempart contre le capitalisme débridé qui règne aujourd'hui en Chine? Le cœur financier de Londres. Ici aussi, Marx peut ressurgir là où on ne l'attendait pas. And all Marx and Engels' warning over the dangers of monopoly capitalism and concentrated finance have come to pass. Et dire que nous pensions qu'il avait disparu à jamais. Avec l'effondrement de l'Union soviétique et la chute du mur, le communisme a été jeté à la poubelle de l'histoire, et Marx avec. Est-il possible que nous n'ayons pas bien compris Marx? Ou que sa lecture du capitalisme au XIXe siècle soit plus pertinente aujourd'hui qu'hier? Des touristes chinois visitent la maison natale de Marx à Trèves. Karl Marx est né en 1818 en Rhénanie, la province la plus occidentale de la Prusse. C'est à l'époque une partie remarquable de la Grande Allemagne. Occupée par Napoléon, elle est imprégnée des idées françaises des Lumières. Voilà le milieu dans lequel il grandit. Je n'ai aucun regret, écrit une jeune femme à son amoureux. Quand je ferme les yeux très fort, je repose à nouveau près de ton cœur, ivre d'amour et de joie. Une lettre d'amour comme une autre, au début du XIXe siècle, dans une ville de province allemande. La seule différence, c'est que l'homme à qui s'adresse cette lettre d'amour, c'est Karl Marx. À Trèves, il a rencontré Jenny von Westphalen. Elle est tombée sous le charme de Marx. Il était le fils d'un avocat juif et de ce fait un marginal. Elle était la fille d'un baron prussien. Il a commencé ses études à Trèves et a continué à Berlin.
On attendait sans doute de lui qu'il aille à l'université, qu'il soit un bon garçon, qu'il étudie le droit ou quelque chose comme ça. Il était déjà très engagé politiquement. Il y avait toujours ce genre de questions liées à l'après-révolution française. Pouvait-on avoir une sorte de démocratie libérale? Qu'allait-il arriver au régime autocratique en Allemagne? Et ainsi de suite. Il était confronté à toutes ces questions. Plus d'un siècle après, l'étudiant romantique de Trèves était devenu la terreur des pays occidentaux et du capitalisme en général. Captain Capitalism! Ah, making out the old Christmas list, I see. Let's see here. World peace, an end to world hunger, free health care. This isn't a Christmas list, son. Who the hell taught you this, child? Santa did. Marx devient le père Fouettard, la figure diabolique embusquée derrière chaque revendication sociale. That red suit gives you away, Carl. Captain Capitalism! So, you discovered my plan. Santa Claus is truly I, Karl Marx, the undead founder of communism. La transformation radicale d'un étudiant prometteur en dangereux révolutionnaire trouve peut-être son explication au sous-sol du musée de Trèves, bien à l'abri dans un coffre. Voici l'édition originale du manifeste du Parti communiste. En cette année 1848, des révoltes populaires secouent l'Europe. C'est l'occasion que Marx attendait après des années de militantisme en faveur de réformes politiques radicales. Un spectre hante l'Europe, dit la préface du manifeste du Parti communiste. Le spectre du communisme. Toutes les puissances de la vieille Europe se sont unies en une sainte alliance pour traquer ce spectre. Malheureusement pour Marx, il avait toujours du retard dans ses travaux et n'a publié le manifeste du Parti communiste qu'après le début des révoltes de 1848. C'est pourquoi il n'a pas pu s'en attribuer le mérite. Et le manifeste du Parti communiste a, en quelque sorte, été noyé dans la Révolution. Il n'a été redécouvert qu'après. Mais l'histoire du manifeste a en fait commencé à Paris, 5 ans plus tôt, en 1843, quand Karl Marx rencontre Friedrich Engels, le fils révolutionnaire d'un riche industriel de Manchester. Ils se sont rencontrés au café de la Régence à Paris, connu dans le monde entier comme rendez-vous de joueurs d'échecs. Marx et Engels ont passé 10 jours et 10 nuits à parler. Et à la fin de cette période, ils ont eu le sentiment d'être d'accord en tout point. Une belle relation est née. Pour Marx, la rencontre avec Engels a été cruciale. Il a rencontré quelqu'un qui travaillait réellement dans une usine de Manchester et qui pouvait donc lui parler des conditions de travail. Ils sont plus esclaves que les Noirs d'Amérique, écrivait Engels, parce que plus sévèrement surveillés. Et on leur demande encore de vivre, de penser et de sentir en hommes. Oui, vraiment. Ils ne peuvent vivre que dans la haine la plus ardente de leurs oppresseurs, qui les ravalent au rang de machines. Marx est allé à Manchester avec Engels pour un court voyage. Il a vu ces gens qui construisaient l'avenir industriel en travaillant dans les usines et qui vivaient dans les conditions les plus dégradantes. Il a vu ces familles laminées par l'usine, ces mères qui devaient donner de l'opium à leur bébé le matin pour pouvoir aller travailler en songeant que les enfants seraient drogués toute la journée et n'auraient pas besoin qu'on s'occupe d'eux. Pour un homme comme Marx, théoricien social, politique et économique, aller à Manchester, c'était pénétrer au cœur du laboratoire de l'humanité industrielle.
Ever hear of Karl Marx? In his mind, communism was born more than 100 years ago. En 1848, le manifeste était peut-être passé inaperçu. En 1917, il devient le programme de la révolution bolchevique. Looking closer, we see a public display of giant portraits of communist leaders. Here was a new face, but in the background was an old one, Karl Marx. Le Marx qu'on a fui au XXe et au XXIe siècle était le Marx du manifeste du Parti communiste. C'est lui que les gouvernements capitalistes, les démocraties et les gouvernements occidentaux ont tenu pour responsable des atrocités commises au nom du communisme au XXe siècle. Alors peut-être avons-nous fait l'erreur de trop nous focaliser sur le message révolutionnaire. Peut-être fallait-il lire le manifeste comme l'analyse de la vraie révolution dont Marx se rendait compte, le capitalisme. Ladies and gentlemen, Karl Marx and Friedrich Engels were the first to chart the uncompromising, unrelenting, compulsively iconoclastic nature of capitalism. It has pitilessly torn asunder the motley feudal ties that bound man to his natural superiors, and has left remaining no other nexus between man and man than naked self-interests, than callous cash payments. And it was Marx who revealed how capitalism would crush languages, cultures, traditions, even nations in its wake. In one word, it creates a world after its own image, he wrote. I would like to suggest to you that Marx has rarely seemed more relevant. Marx's stock resurges on a 150-year tip was how the New York Times marked the 150th anniversary of the publication of the Communist Manifesto. A text which more than any other, as they put it, recognized the unstoppable wealth-creating power of capitalism, predicted it would conquer the world, and warned that this inevitable globalization of national economies and cultures would have divisive and painful consequences. Après la publication du manifeste du Parti communiste, Marx est expulsé d'Europe continentale. Le voici à nouveau expatrié dans le Londres de 1850. Imaginez Dean Street en 1850, l'année où Karl Marx et sa famille ont emménagé dans ce quartier de Soho. Les rues grouillaient de réfugiés dont les révoltes avaient échoué sur le continent. Ils arrivaient dans ce pays, certains avec leurs seuls vêtements pour bagages. Beaucoup ne parlaient même pas la langue. Marx et sa famille faisaient partie des mieux lotis, mais ce dont ils disposaient pour 3 adultes et 3 enfants se résumait à 2 chambres dans un grenier. Et dans ce logement exigu, Marx a tenté de donner un sens à ce qu'il venait de vivre et à ce qu'il voyait dans les rues autour de lui. Alors qu'il commence à écrire Le Capital, une exposition toute nouvelle s'ouvre juste à côté. Et cette exposition célèbre le succès de la révolution industrielle. Tout était à la gloire de l'industrie. On y exposait les plus grands progrès de l'humanité. Une nouvelle ère voyait le jour. Le capitalisme régnait en souverain et pendant ce temps, Marx s'acharnait à écrire sur les raisons pour lesquelles ce système ne pouvait pas fonctionner. Un système certes capable de merveilles, mais qui allait être à la base de grands ravages.
Voici l'édition originale du Capital de Karl Marx de 1867. J'enseigne la pensée de Marx. Et il y a une question que je pose toujours. Que pouvons-nous apprendre de Marx? Et que devons-nous faire pour nous-mêmes? Et je pense que c'est une question très importante. Parce que très fréquemment par le passé, les gens ont étudié Marx pour ensuite, comment dirais-je, raccorder la réalité au texte. Et ils se sont dit, ah, voilà la réponse. Je pense qu'il n'y a qu'un nombre limité de choses que l'on puisse apprendre de Marx. De façon paradoxale, on n'apprend pas grand-chose du socialisme, du communisme ou du futur en lisant Marx. Mais on en apprend énormément sur le fonctionnement du capital. La richesse des sociétés dans lesquelles règne le mode de production capitaliste s'annonce comme une immense accumulation de marchandises. Karl Marx, premier volume du Capital. L'analyse de la marchandise, forme élémentaire de cette richesse, sera par conséquent le point de départ de nos recherches. La marchandise est d'abord un objet extérieur, une chose qui, par ses propriétés, satisfait des besoins humains. Premier volume du Capital. While she gets Tom's breakfast, let's take a closer look at that pan. The iron ore for that pan came from the Mesabi Range, so let's start there and see what happened. Maybe it'll give us an idea of just what it is we have. Dans le premier volume du Capital, Marx rédige une courte section intitulée « Le fétichisme de la marchandise ». En gros, cela signifie que notre expérience quotidienne ne nous donne pas toutes les informations dont nous aurions besoin pour comprendre comment fonctionne le système. Notre expérience quotidienne se résume à acheter un produit avec de l'argent et le rapporter chez nous. C'est notre expérience quotidienne. Mais cela ne nous apprend rien du travail fourni pour la fabrication du produit. Cela ne nous dit pas pourquoi il peut coûter 2 fois plus qu'un autre. Pour Marx, le système de marché occulte toutes les formes de relations sociales. Les différentes marchandises n'ont qu'une seule propriété commune qui les rende comparables entre elles lors de l'échange. Elles sont des produits du travail, le capital. La révolution industrielle que, par convention, on fait remonter à 1780, se fonde sur la création d'un système d'usine avec des machines à grande échelle et, bien sûr, un processus de travail très différent de celui dans lequel étaient engagés les artisans qui fabriquaient des meubles. La conversion au capitalisme industriel connaît son apogée à partir de 1780 et constitue, aux yeux de Marx, une transformation cruciale. L'ouvrier est à l'égard du produit de son travail dans le même rapport qu'à l'égard d'un objet étranger. Plus l'ouvrier s'extériorise dans son travail, plus le monde étranger, objectif, qu'il crée en face de lui, devient puissant. Plus il s'appauvrit lui-même, et plus son monde intérieur devient pauvre. Karl Marx. Cet ouvrier qui fabrique des iPads a demandé à rester anonyme. On lui a fourni une caméra pour qu'il filme sa vie à l'extérieur de l'usine. Avant, ces ouvriers étaient des paysans en relation avec la terre et ses produits. Les voici devenus les pièces d'une chaîne d'assemblage. L'aliénation, comme Marx l'avançait, commence avec la fabrication des biens.
Quand je vois comment ils s'entassent dans ce bus, ça me rappelle quand j'ai quitté ma ville pour la province de Canton. Moi aussi, j'ai dû prendre un train bondé. Alors vous voyagez dans ce train, et quand vous descendez, vous vous retrouvez dans une ville inconnue. C'est très difficile de s'intégrer. Je crois qu'on est juste ici pour vendre notre force de travail. Pour Marx, l'idée de travail vivant est primordiale. C'est ce qui le distingue des économistes classiques, qui voyaient le travail comme un facteur de production, c'est ainsi qu'ils le nomment. Quelque chose qui est fourni et qui, par la suite, produit quelque chose. Pour Marx, ce n'est pas le cas, c'est un processus. Je donnais un cours d'introduction à la géographie et à la première leçon, je demandais « Pouvez-vous me dire d'où vient votre petit déjeuner d'aujourd'hui » Et ils me répondaient « Eh bien, je suis allé à la cafétéria. » Et je leur disais « D'accord, mais d'où vient-il ? Du supermarché. D'où vient-il ? D'où vient-il ? D'où vient-il » Et ainsi, je les amenais à penser à la personne qui coupe la canne à sucre en République dominicaine, puis à ce sucre qui arrive sur la table du petit déjeuner. Ainsi, on crée une relation entre nous et la personne qui récolte la canne à sucre. Mais le marché ne nous dit rien de tout cela, il l'occulte. Cette campagne luxuriante en Inde recèle ce que Marx considérait comme une autre caractéristique de l'extension du marché: la nécessité de transformer toujours plus le vivant en marchandise. Ces producteurs de coton se sont unis pour lutter contre l'invasion des semences OGM. Les graines sont reconnues en Inde comme étant source de vie. Et dans le mot bija lui-même, ja signifie vie. Chaque rituel a pour but la préservation éternelle des graines. Ces semences sont désormais traitées génétiquement et produites comme des marchandises. Les agriculteurs sont incités à les racheter chaque année avec la promesse de faire de meilleures récoltes. Biotechnology, answering the world's call for a better future, today. Pour certaines de ces femmes, la perspective de récolte abondante à partir de ces semences a tourné à la catastrophe. Les semences OGM qu'il faut racheter chaque année ont acculé leur mari à s'endetter. Alors, ils continuent d'emprunter pour acheter les semences à crédit. Aujourd'hui, les créanciers prennent des garanties en hypothèque sur les terres. Alors, 2 ans plus tard, lorsqu'un fermier ne peut plus rembourser son crédit, le nouveau prêteur, au nom des industries chimiques, revient et dit « Ta terre est désormais à moi ». La récolte ne s'est pas bien vendue et la santé de nos enfants s'est dégradée. Nos dettes ont augmenté. Voilà, la récolte ne se vendait pas, alors il a avalé le poison dans les champs. Combien devait-il? Il ne me l'a jamais dit. Ils ne disent pas à leurs femmes qu'ils sont endettés, ils ont honte. Quand ils apprennent qu'ils vont perdre leur terre, ils sont choqués, parce que le lien avec la terre est essentiel dans la culture paysanne. C'est ainsi que des fermiers avalent des pesticides pour mettre fin à leur jour. On dénombre déjà 260 000 suicides. C'est l'avidité de l'accumulation des capitaux
qui a transformé les semences en un produit qu'il faut racheter chaque année, qui les a transformées en marchandises, en produits de consommation, en nouvelles sources de profit pour les grandes compagnies. L'idée de la vie en tant que marchandise est vraiment très intéressante. Une vache, un cochon, sont-ils des marchandises? Je crois que ça fait très longtemps que ce sont des marchandises et qu'on s'en fiche un peu. Alors, où fixe-t-on la limite? Quand il s'agit d'êtres humains? Je pense que l'on ne se préoccupe que des êtres humains. Il se peut que notre société ait déjà franchi cette limite. Her announcement made headlines around the world. Angelina Jolie underwent a double mastectomy after a genetic test showed she had a mutated BRCA1 gene, giving her an 87% chance of getting breast cancer. Her news put this company, Myriad Genetics, front and center. It has patents on the BRCA1 and 2 genes. À partir du moment où l'on transforme la vie en marchandise, on la soumet aux lois du marché. Et pour les gènes comme pour les semences, il faut protéger les découvertes par des brevets. Pour beaucoup, le système d'investissement que nous avons dans ce pays est à l'origine de notre position de leader depuis longtemps et dans tant de pays. C'est comme ça que ça marche. Selon Marx, notre système de production ne change pas seulement la vie. Il transforme notre perception de la nature et de nous-mêmes. La théorie du changement social, selon Marx, est encore une fois un processus. Un processus qui dit que les idées doivent changer, mais que si les moyens de production ne changent pas, alors les idées ne signifient rien. Et si les moyens de production changent, mais pas les idées, c'est pareil. C'est la relation entre le processus de production, les idées, les relations sociales, les facteurs institutionnels et la vie de tous les jours qui doivent changer. The World Congress on Industrial Biotechnology and Bioprocessing, the world's largest industrial biotechnology event. Ce fétichisme, selon l'expression de Marx, masque l'impact de la marchandisation sur la société. Il y a encore 60 ans, les innovations scientifiques n'étaient que rarement brevetées et jamais industrialisées à ce point. 1955, a year of anxiety and triumphs. A major medical hurdle was crossed with the discovery by Dr. Jonas Salk of the anti-polio vaccine, which was to spread up. Il y a 60 ans, personne n'aurait pensé à breveter le vaccin contre la polio ou à le commercialiser. Who owns the patent on this vaccine? Well, the people, I would say. There is no patent. This is... Could you patent the sun? Et je me rappelle l'époque où nous avions des idées folles à propos de la solidarité sociale. À présent, nous sommes tous des individus. C'est ce qu'a changé le néolibéralisme. The 60s caught capitalism completely off guard. How were companies to sell products to a generation that had rejected consumerism? The answer was to tune into the movement and to sell to the individual in everyone. The strategy worked. The marketing machine captured the spirit of 60s individualism and made it its own. Marx a inventé ce que j'appelle une théorie coévolutive du changement social. Le capital est pris dans une configuration révolutionnaire permanente et nous pouvons observer des mouvements parallèles dans les idées et les relations sociales. Leaving ideology behind, we now derive a sense of personal identity and empowerment from the goods we purchase and consume. Go on, break the rules, define who you are. With our sneakers. À la fin du Capital, Marx écrit quelque chose d'intéressant. Il revient à l'idée du fétichisme, et le fétiche suprême prend bien sûr la forme de l'argent et le système de crédit. Do you have money jitters? Ask the obliging Bank of America for a jar of soothing instant money, M-O-N-E-Y, in the form of a convenient personal loan. Available now at Bank of America. Pour que la demande et les profits de demain augmentent, la production d'aujourd'hui a besoin de financement.
Ça signifie que le système de crédit doit se mettre en place. Et ce que l'on peut immédiatement déduire de tout ça, c'est que l'accumulation de capitaux à travers l'histoire s'est toujours construite en symétrie avec une accumulation de dettes. L'une ne va pas sans l'autre. Une grande partie du capital est toujours fictive et se compose simplement de signes de valeur, servant de commune mesure pour les échanges. Le capital. Une des choses que Marx a faites, je crois, très nettement, ça a été de démontrer des relations sous-jacentes fondamentales. Et la relation sous-jacente entre l'accumulation de la dette et l'accumulation du capital s'observe de multiples façons bien spécifiques. Je vous donne un exemple. On construit un lotissement. Où les constructeurs trouvent-ils l'argent pour le faire? Ils l'empruntent à une institution financière en disant « Donnez-moi l'argent, j'achèterai le terrain et je construirai les pavillons. Puis on appliquera un taux de rendement sur ces logements et je vous rembourserai. » Pour que cela se fasse, il faut qu'ils soient capables de vendre ces maisons à quelqu'un. Les acheteurs, eux, comment font-ils? Ils vont voir la même institution financière et disent « Prêtez-moi de l'argent pour acheter la maison dont vous avez financé la construction. » C'est l'œuvre du capital fictif, parce que l'institution financière qui possède ce surplus monétaire finance en vérité à la fois la construction et l'achat de la maison. À présent, nous sommes dans une crise où le capital fictif occupe toute la scène. Mais Marx a cette intuition brillante. Il dit « Je vais aller derrière cette surface apparente qu'est le fétiche, je vais décrire véritablement la nature de ce fétiche qui crée cette chose appelée capital fictif. » Adrian Sobaru peut être qualifié de victime de ce capital fictif, victime d'une dette qui ne fut jamais sienne. Son histoire commence au Parlement roumain le 23 décembre 2011. Romania's parliament canceled a no-confidence vote on Thursday after Romanian electricians staged a one-man protest. C'est une journée assez particulière parce qu'il y avait une réunion importante du Parlement et on s'attendait à ce qu'il y ait des attaques politiques entre les hommes politiques, le pouvoir et l'opposition. Et puis à un moment donné, nous étions tous dans la rédaction et nous avons entendu une collègue qui a fait « Ah, il s'est jeté !» Doamnelor și domnilor senatori și deputați, distinși colegi, membri ai guvernului. Et là, il y a eu des bruits un peu bizarres à la télé parce que même les télés qui transmettaient en continu ne s'attendaient pas à ça. On a entendu des bruits, on a vu des images, on ne comprenait pas quoi, on ne savait pas qui s'était jeté, pourquoi, qu'est-ce qui s'était passé. Urgent, vă rog, urgent, asistență medicală pentru... Il avait écrit sur son t-shirt « Vous nous avez flingués. Vous avez assassiné l'avenir de nos enfants. Vous pouvez nous prendre notre argent et nos vies, mais pas notre liberté. » Ce matin-là, vers 3h, 4h, je me suis réveillé et j'ai fait ce t-shirt. Mon geste n'aurait pas eu le même impact si je ne l'avais pas fait. Je me souviens du moment juste avant que je déboutonne ma chemise. Je tremblais si fort, comme jamais auparavant. Je me suis opposé non pas à une personne, mais à un système. Un système qui peut t'anéantir à tout moment. Dans ce petit appartement à Bucarest, Adrian Sobaru et son épouse ont élevé 2 enfants avec un maigre salaire de technicien à la télévision publique. À partir de 2011, ses revenus ont chuté de 25% et on leur a supprimé l'aide financière pour l'éducation spécialisée de Kalin, leur fils autiste. Ce n'est pas de la folie. Ce qu'il a fait était un geste de protestation.
Ce qui est arrivé après n'est pas de son fait. Mais même après tout ce qui s'est passé, il ne regrette rien. Peut-être que cela a contribué à réveiller les consciences. C'est ce qu'il espère. Pourquoi? Comment l'endettement de son pays a-t-il pu conduire Sobaru à cet acte désespéré? Cela a choqué tous les Roumains, je suppose, mais parce que c'est ma façon de voir les choses, j'inscris cet épisode tragique dans un cadre bien plus large. Durant de nombreuses années, j'ai pensé à la façon dont l'industrie financière allait à volo, à comment la haute finance avait déraillé et à ce qui n'allait pas. On s'est rendu compte que ce modèle de croissance au service du capital engendre une vulnérabilité de l'économie dans son ensemble. Parce qu'il est fondé sur la libre circulation des capitaux, une libéralisation financière totale et une lourde dépendance aux emprunts externes de la part du secteur privé. Cela devient insupportable en cas de crise. Un afflux de capitaux étrangers en quête de rendement a inondé les banques roumaines et entraîné le pays dans une croissance basée sur la dette. Les banquiers sont intervenus et ont favorisé le crédit à la consommation. L'argent coulait à flot dans le pays. Beaucoup d'épargne étrangère a afflué en Roumanie via le système bancaire et a abouti dans les mains des consommateurs roumains. Tout le monde pouvait se permettre d'acheter de nouvelles choses, des voitures, des maisons. Et puis les gens pensaient, nous avons rejoint l'économie de marché et nous pouvons tout nous permettre. Mais en réalité, il y avait trop d'attentes et peut-être de vains espoirs. Romania, now the latest European country wrestling with violent protests over budget cuts and financial issues. Ici comme ailleurs, la bulle financière a éclaté. Comme Marx l'avait annoncé, l'endettement n'est qu'un capital fictif. Employé du service public, Adrian n'a jamais bénéficié du boom économique. Mais quand la bulle a éclaté, l'État s'est retourné contre les citoyens les plus faibles, comme lui. Le capital s'accompagne toujours de ses propres tendances à la crise. Si on pense à la dernière crise, elle a commencé dans l'immobilier. If deputies Alan Mathias and Derek Steverson come to your door, your house no longer belongs to you. It belongs to the bank. Puis, elle a touché les institutions financières. Et c'est devenu une dette publique. À présent, elle touche les populations. Mais les gens, très souvent, ne sont pas en mesure de le supporter. Alors, dans certains cas, elle touche à nouveau les institutions financières. Pour moi, Marx est très bon quand il s'agit de nous expliquer comment le capital se propage. Et quand il se propage, il enclenche un processus de destruction. Tout au bout du tsunami déclenché par le besoin de rendement du capital, on trouve l'Inde, un des plus importants marchés émergents. Le terme marché émergent apparaît à la fin des années 80 et au début des années 90. Il est utilisé par les employés de la Banque mondiale et du FMI afin de décrire ces économies qui vont croître très rapidement. Pourquoi tiennent-ils autant à la croissance? Pas seulement parce qu'ils pensent qu'elle réduira la pauvreté. Non, ils s'intéressent surtout à la mesure quantitative de la croissance. Pourquoi cela? Si vous cherchez assez loin, vous découvrirez que si l'économie réelle, au lieu de, disons, 5% par an de PIB dans ces zones, monte à 8% ou 9%,
Alors les profits des investisseurs financiers travaillant sur ces marchés augmentent proportionnellement. C'est ainsi qu'en 2009, l'Inde est devenue le marché boursier le plus lucratif au monde. La bourse de Bombay enregistrait en moyenne des rendements annuels d'environ 48%, ce qui est hors du commun. On comprend alors que l'Inde est devenue un avant-poste du capital financier mondial. Ce capital financier, que Marx appelait fictif, a, dit-on, fait accéder environ 200 millions de personnes à la classe moyenne, en laissant en même temps plus de 800 millions qui survivent avec $1 par jour. Je pense que le monde dans lequel on est en ce début du XXIe siècle ressemble beaucoup au monde qu'observe Marx au XIXe siècle. Il y a un vrai souci par rapport aux inégalités de son temps dont les économistes d'aujourd'hui feraient bien de s'inspirer. C'est-à-dire que ce qui alimente quand même l'inquiétude marxiste, et plus généralement les mouvements communistes et socialistes qui se développent dans la deuxième partie du XIXe siècle, c'est la très grande stagnation salariale. Une stagnation telle que, par exemple, aux États-Unis, un PDG qui gagnait 20 fois plus que ses employés dans les années 50 a vu son salaire gonfler à 120 fois en 2000. Et depuis, en 2013, il a encore presque doublé. Donc on se retrouve aujourd'hui au XXIe siècle avec une réalité qui était en fait celle du XIXe siècle et des siècles précédents, à savoir une croissance structurellement lente, un rendement du capital structurellement plus élevé que la croissance. Et contrairement à ce que pensait Marx, ça ne va pas se résoudre tout seul. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir une fin naturelle à ce processus par le simple fait de force économique. Ce processus peut continuer indéfiniment. This is CNN Breaking News. It was a Monday morning like none other in the 158-year history of financial giant Lehman Brothers. The company went bankrupt. Si, à l'inverse de ce que Marx avait prédit, le capitalisme n'est pas sur son lit de mort, quelle autre explication pouvons-nous donner à la crise de 2008 et à ses conséquences? We recognize that the very nature of globalization, which creates ever higher standards of living, also is a process which we call creative destruction. The problem with creative destruction is that it is destruction. La destruction créatrice est un terme forgé par l'économiste Joseph Schumpeter au début du XXe siècle. L'idée maîtresse de Schumpeter repose sur l'idée que le capitalisme se renouvelle constamment de l'intérieur. Il a appelé ça le processus de mutation industrielle au cours duquel un changement incessant détruit ce qui est ancien et fait de la place au nouveau. Et l'agent de ce changement, la personne par qui le changement arrive, c'est l'entrepreneur. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. L'idée de base de la destruction créatrice, c'est qu'un nouveau produit ou un nouveau moyen de production, le côté créateur, c'est excellent. Mais il y a le côté destructeur qui chasse les produits ou les processus précédents. Et là, il y a une perte sociale et humaine. Schumpeter n'a pas accordé autant d'importance au côté perte qu'au côté bénéfice. Today we celebrate the first glorious anniversary of the Information Purification Directives. We have created, for the first time in all history, a garden of pure ideology. Je crois que Schumpeter partageait avec Marx l'idée que le capitalisme est dynamisme. Et, par exemple, dans son histoire de l'analyse économique, Schumpeter attaque complètement les théories de l'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre. Le capitalisme, c'est le déséquilibre permanent. Donc il est complètement d'accord avec Marx. We are one people, with one will, one resolve, one cause. We
shall prevail. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Pour lui, le déséquilibre est créé par le fait que des entrepreneurs inventent des nouveaux processus, des nouveaux produits, des nouvelles commercialisations qui déstabilisent l'ancien système. Donc, il complète Marx par le fait qu'en plus de l'accumulation, il y a le fait que le capitalisme, par son innovation, détruit lui-même la valeur du capital passé. Alors sommes-nous au cœur d'une crise qui fait partie d'un cycle infini de destruction créatrice, ou bien à la fin d'un processus que Marx a jugé inéluctable? C'était sans doute le week-end qui a précédé la faillite de Lehman. En temps normal, c'est un peu bruyant. Mais à ce moment-là, on entendait voler les mouches, un silence de mort. Je pouvais presque sentir le système mondial se figer. Et c'était une idée assez effrayante. Ça m'a rappelé toutes ces choses que je lisais et que j'étudiais quand j'étais bien plus jeune. L'époque où je lisais Marx pour le plaisir. And all Marx and Engels' warning over the dangers of monopoly capitalism and concentrated finance have come to pass. So why then no total collapse of capitalism? Because right around the world, governments have been forced to bail out the so-called free market. We have bailed out the banks, we have subsidized industries, we've sorted out the insurance sector, we've underpinned financial services. It is the forces of collectivism which have saved capitalism. En 1991, le socialisme, à tout le moins le communisme, est mort dans le bloc de l'Est. En 2008, le capitalisme est mort. Lorsque j'étais un jeune étudiant en économie, le grand débat opposait les socialistes qui croyaient à l'économie planifiée et les partisans de Hayek, ou les néolibéraux qui croyaient au miracle du marché dans l'organisation des activités économiques. L'argument des théoriciens pro-marché était que le capitalisme est une lutte darwinienne, où les plus forts survivent et où les moins adaptés, les plus inefficaces, les moins productifs et les moins rentables périssent. The New York State Attorney General says that Citigroup, Merrill, and 7 other banks which got $175 billion in tax-funded bailout money paid out $33 billion in bonuses. Eh bien, ce qui s'est passé après 2008, si on considère la façon si particulière dont les banquiers ont été sauvés, c'est du darwinisme inversé. Plus les banquiers échouaient, plus le soutien qu'ils recevaient de la part des contribuables était important. Et plus ils réussissaient à prélever le surplus que le reste de la société produisait. Nous avons donc affaire à un nouveau régime que j'appelle faillitocratie. Et c'est devenu la règle des banques en matière de faillite. The whole point about the contradictions of capitalism is not specifically whether Marx's analysis is relevant, which personally I think in many ways it is, but it's the outcome, it's the synthesis, and our capacity to basically nurture and establish coping mechanisms. On Marx's tombstone, as you'll know if you've been there, there's an inscription taken from the Theses on Feuerbach, which says, "The philosophers have only interpreted the world in various ways. The point, however, is to change it," which is precisely what our antecedents have done by developing coping mechanisms like institutions of the rule of law, limited liability companies, trades union, mutual societies, insurance, welfare, and technological discoveries that drive productivity, income, and jobs. Finding those coping mechanisms is an endless task, and we need to make more progress.
Marx a finalement terminé Le Capital. Il a vu sa femme tomber malade, ses filles souffrir de mauvaise santé et de pauvreté. Il avait déjà enterré 4 enfants au moment où Le Capital a été publié. Et sa famille attendait la reconnaissance qu'ils croyaient tous que Marx méritait pour un livre dont ils pensaient que non seulement il changerait leur vie, mais aussi le monde. Mais il ne s'est rien passé. Quand Le Capital a été publié, Engels et la famille de Marx n'ont pas arrêté d'écrire des critiques pour que le livre ne soit pas ignoré. Mais leurs critiques furent les seules à être écrites. Marx ne s'en est pas véritablement remis. Il meurt le 14 mars 1883, 2 ans après Jenny. 11 personnes seulement étaient présentes à son enterrement. C'est Engels qui prononça l'éloge funèbre. Dans l'après-midi du 14 mars 1883, à 3h moins le quart, le plus grand penseur vivant a cessé de penser. À l'origine, la famille Marx a été enterrée dans une parcelle modeste du cimetière de Highgate, juste à côté de l'allée où le monument se trouve aujourd'hui. En 1956, le Parti communiste a décidé qu'une figure aussi importante que Marx méritait un monument plus grand. Alors ils ont construit ce monument. Et en un sens, je pense que c'est révélateur de ce qui est arrivé à l'héritage de Marx, aux idées de Marx, telles qu'elles ont été comprises ou mal comprises au XXe siècle. En 1929, le capitalisme semblait rendre l'âme, et jamais la prédiction de Marx ne fut plus proche de se réaliser. 2 personnalités avec des visions du monde diamétralement opposées vont alors s'affronter pour tenter de sauver le capitalisme de lui-même. Leur débat va marquer le XXe siècle et se poursuit encore aujourd'hui.